Bonjour à toi qui regarde cette vidéo aujourd'hui. Vidéo un peu spéciale, entre guillemets, dans le sens où ça va être une vidéo qui va parler des 15 ou 17 ou 18 ou 20 leçons que j'ai eues cette année. Alors, que j'ai apprises ou que j'ai renforcées et véritablement assimilées. Cette leçon, elle part d'un contexte bateau que je voulais faire sur cette chaîne, le bilan de mon année. En d'autres termes, dire ce que j'ai fait, dire ce que j'ai accompli, blabla, pourquoi, etc. Le truc, c'est que je pense que ça ne vous aurait pas apporté suffisamment de valeur et que vous dire que je me suis mis à la dactylographie, qu'aujourd'hui je sais taper 50 mots par minute ou que je comprends 95% de l'italien en quelques mois, soyons sincères, mis à part me jeter des fleurs, je pense pas que ça vous apporte de la valeur vraiment ajoutée. Donc je me suis dit, on va faire ça sous un angle différent et je vais vous proposer les leçons, les apprentissages que j'ai fait de mon année. Vous comprendrez bien, étant donné qu'il y en a 20, que je ne vais pas pouvoir aller dans le détail de chacun. Et ça tombe bien parce que j'ai prévu d'en faire des vidéos attitrées pour certaines d'entre elles. Chaque point, on pourrait même en faire une ou plusieurs vidéos selon les angles d'attaque. Donc, ça, c'était plus ou moins pour l'introduction. J'espère qu'elle vous plairont. J'espère qu'elles vous apporteront de la valeur ajoutée. Encore une fois, le disclaimer important, ne me croyez pas sur parole. Ça n'est que mes enseignements, ça n'est que mon vécu, ça n'est que mes raisonnements. J'ai 27, bientôt 28 ans. Je m'estime être encore un petit con qui a besoin d'apprendre beaucoup sur la vie et qui va apprendre beaucoup sur la vie. Donc, tout ça est un remède dans un contexte libre à vous de les réfléchir. Et je vous invite à les réfléchir, d'ailleurs, ça fera partie d'un point. Donc voilà, intro bien trop longue, comme à mon habitude. Le like, l'abonnement, le référencement. Si vous avez des questions par rapport à ces points, ça aide au référencement, ça aide à l'échange entre vous et moi. Je regarde tous les commentaires, j'essaye d'y répondre. C'est pas comme si j'avais un emploi du temps de ministre. Donc voilà, tout étant dit, on peut y aller. Première leçon, les histoires qu'on se raconte sont souvent que des histoires qu'on se raconte. Euh, Faut comprendre grossièrement le contexte. Je me suis formé à l'avance cette année et ça a été passionnant. Avant tout, une histoire humaine, plus que l'argent, plus que tout ça. J'ai appris beaucoup de choses sur moi, j'ai appris beaucoup de choses sur l'être humain, sur la psychologie de l'être humain. Et je me suis rendu compte que j'avais beaucoup d'histoires sur la vente, sur l'argent, sur les gens, sur plein de trucs. Et on m'a fait comprendre très gentiment et en me bousculant un peu que les histoires qu'on se raconte sont souvent notamment les histoires négatives, sont souvent les plus limitantes, sont souvent les plus dangereuses. Et une croyance n'est rien d'autre qu'une histoire qu'on se raconte. Et qu'il faut faire attention à ce qu'on se raconte dans notre cerveau, parce que des fois, on est manipulé par nous-mêmes, par nos peurs, par tout un tas de mécanismes qui veulent notre bien à la base, des mécanismes de protection, mais qui foutent un peu le bazar dans tout ça. Donc ça, c'était la première leçon. La deuxième leçon, c'est que l'action et la proactivité sont les clés d'une vie heureuse et fière de soi. Contexte aussi très synthétique, cette année, j'ai vraiment développé le sentiment ou le sens de l'action. Vraiment beaucoup, ça a été un combat de plusieurs années, mais cette année, ça a été fait et ça n'ira que de mieux en mieux. Je vais m'arrêter à ce que je vais dire, mais je n'ai jamais été aussi heureux, je n'ai jamais été aussi fier de moi, je n'ai jamais autant accompli dans mes projets. Et je pense pas que c'est dû au hasard, je pense que c'est dû parce que je passe beaucoup plus à l'action. Quand j'ai de la mentalisation, j'arrête de mentaliser. Exemple bateau, j'en ai peut-être parlé dans une vidéo, mais je recherche une alternance, ou je vais rechercher une alternance pour septembre-octobre prochain dans le monde de l'informatique. Quand je vais sur les forums, quand je vais partout, on entend que trouver une alternance, c'est la merde, c'est dur, c'est du piston. Vous comprenez bien que si je m'arrête à ça, je ne fais plus rien. Bah, moi, je préfère passer à l'action et je préfère me dire, ok, comment est-ce que je peux contrer ce système ou comment est-ce que je peux jouer dans ce système. Donc du coup, je crée un portfolio, du coup, je vais m'y prendre 6-7 mois en avance, du coup, je vais envoyer beaucoup de CV, je vais faire des recherches sur les entreprises, du coup, je fais des TP pratiques sur ce que j'ai à faire, et même des TP pratiques qui vont au-delà du niveau de l'alternance que je recherche. Par exemple, moi, je veux faire technicien système informatique. Du coup, je vais faire des TP sur des niveaux au-dessus. Par exemple, sur l'administration système informatique, c'est le niveau d'au-dessus. Ou je vais m'intéresser à des concepts d'ingénierie système et informatique pour marquer des points et pour être tellement impressionnant que mon profil
ressortira du lot. En tout cas, vous comprenez que ça, c'est lié à la proactivité et au sentiment d'action. Je ne m'arrête plus à ma mentalisation et je passe à l'action. Je me pose toujours, ok, il y a ces règles du jeu, comment est-ce que je peux jouer avec et qu'est-ce que moi je peux faire dans le présent, dans l'action pour contrer ça au mieux. Le troisième point, c'est que je ne changerai pas la bêtise humaine et je ne comprendrai jamais 90% du monde. Je pourrais presque m'arrêter à là, mais la bêtise humaine, la méchanceté humaine existe depuis la nuit des temps, et la bêtise humaine existera après ma mort et ma vie. Et j'arrête de me battre avec ça. Peut-être que certains verraient de l'abandon, oui, ça en est, et d'ailleurs l'abandon n'est pas une mauvaise chose en soi, quand c'est bien fait, mais je pense aussi que ça me fait économiser beaucoup plus d'énergie, et que cette énergie, je les mets dans mes projets qui sont déjà bien assez nombreux et déjà bien assez complexes. Alors si j'avais encore une fois à me soucier de la bêtise humaine, une chose qui ne changera jamais, euh, j'en ai pas fini, quoi. Troisième ou plutôt leçon suivante, et je regarde ma liste en même temps, euh, je suis sur le chemin de l'acceptation de ma propre mort. Alors, c'est assez complexe d'en parler, pour être très sincère avec vous, je pense que ça mériterait une vidéo. Mais plus je suis dans l'acceptation de ma propre mort, plus j'arrive à me détacher de certaines choses, et notamment de mon ego. Je pense qu'il y a un lien très étroit entre la peur de la mort et l'ego. Et que quand vous résolvez la peur de la mort, vous résolvez beaucoup de problèmes de l'ego. Euh, je pourrais en dire plus, mais je pense que c'est une vidéo qui pourrait être traitée d'une manière très philosophique, et c'est très compliqué d'en parler en 1 minute top chrono. Donc je vais laisser ça là, mais libre à vous de commencer peut-être à réfléchir à la chose, même si je sais que c'est pas très agréable, mais ça a été une des leçons qui m'a été très personnelle. L'autre leçon, c'est que j'ai jamais été cette année aussi pauvre matériellement, en termes d'argent, en termes de matériel, en termes de possession que j'ai, en termes de plaisir, en termes de service que je me suis fait, mais j'ai jamais été aussi heureux. Alors, ça ne veut pas dire que je ne tends pas à construire matériellement, et je pense que ça va être l'un de mes objectifs de cette année, l'année qui va suivre en tout cas, mais je pense que le bonheur se trouve avant tout dans ce que nous construisons intérieurement. C'est une phrase très bateau, ça fait 7 ans que je me casse le cul à construire sur moi, à me développer intérieurement, à plein de choses, et aujourd'hui je m'aperçois que ça paye et que ça paye grandement. Donc, du coup, ben, je suis venu avec un cheminement de minimaliste et d'essentialiste, mais ça prendra aussi une vidéo entière, de me dire que parfois, moins on a, plus on est heureux, et moins on a de problèmes. Je vais faire une analogie peut-être bateau, mais c'est exactement comme les voitures. Les voitures aujourd'hui, quand vous regardez, elles ont beaucoup d'électronique, elles ont beaucoup de fonctions qui sont, excusez-moi de mon point de vue, mais inutiles ou qui ne répondent pas à une fonction d'une voiture qui est de vous amener d'un point A à un point B. Or, avant, on avait des voitures qui avaient pas d'électronique ou très très peu et qui étaient beaucoup plus fiables, qui misaient sur la fiabilité. Ben, c'est exactement pareil aujourd'hui. Les voitures d'aujourd'hui ont beaucoup plus de problèmes et beaucoup plus régulièrement. Faut les faire suivre beaucoup plus régulièrement. Les faire suivre coûte beaucoup plus cher. Les pneus coûtent beaucoup plus cher. Les pièces coûtent beaucoup plus cher. La main d'œuvre coûte beaucoup plus cher. Alors qu'avant, vous aviez deux trois trucs, vous pouviez presque le faire vous-même en ayant quelques notions de mécanique. Donc, c'est vous dire que parfois, en ajoutant plus dans notre vie, ben, on se crée beaucoup plus de problèmes qu'on ne le pense. Magnifique société de consommation et bien plus d'autres choses avec. Mais ça, c'est un autre débat. Autre leçon, celle-ci, elle va vous parler en tant qu'hypersensible au potentiel. Caresser les gens dans le sens du poil, ça n'est pas les aider, ça n'est pas les respecter. Et surtout quand on caresse les gens dans le poil, quand on a peur du jugement ou du conflit. Qu'est-ce que j'appelle caresser les gens dans le sens du poil? C'est pas forcément être hypocrite ou quoi que ce soit, mais c'est parfois ne pas oser dire ce qu'on a sur le cœur ou oser dire à certaines personnes ce qu'elles ont besoin d'entendre. Je suis thérapeute, je suis coach, et il faut comprendre une chose, c'est que les gens, par exemple, ne me payent pas à entendre ce qu'ils ont toujours entendu ou à faire ce qu'ils ont toujours fait. Sinon, autant garder leur argent et rester avec leurs amis. Et ça a été l'une des plus grandes leçons à comprendre que souvent, dire une vérité, encore une fois en limitant les formes, à une personne, même si elle n'est pas forcément toujours prête à l'entendre aujourd'hui, bah c'est peut-être lui rendre service à court, moyen ou long terme. Je préfère croire qu'une personne en face de moi est suffisamment intelligente pour, même si ça va prendre du temps, processer l'information et comprendre que j'étais bienveillant, plutôt que rien de lui dire et la laisser, excusez-moi, dans sa merde par moment et souvent, aider une personne, bah c'est faire preuve d'honnêteté et de franchise avec cette personne, encore une fois, en limitant le contexte, les formes. J'en ai bien conscience.
L'autre objectif, c'est que j'ai arrêté de parler aux autres de mes objectifs et je fais à la place. Pourquoi ça? Premièrement, l'énergie que j'aurais mis à parler aux autres de mes objectifs, bah, je le mets dans mes objectifs, logique. Mais deuxièmement aussi, c'est que quand on parle de nos objectifs aux autres, il va y avoir des autosabotages liés à l'extérieur. Alors, c'est pas méchant. Faut comprendre que les gens sont pas forcément méchants, mais c'est juste qu'ils vont répondre peut-être à partir de leur peur. Si demain vous dites que vous avez envie de vous lancer dans l'entrepreneuriat, il y a de grandes chances que pour les personnes, il y a beaucoup de peurs qui vont émettre. Et l'argent, comment tu vas faire? Et si tu réussis pas, c'est pas le bon contexte. Les gens n'ont plus d'argent pour acheter, blabla, blabla. Les histoires qu'on se raconte sont souvent les plus limitantes. Et aussi les histoires qu'on va raconter aux autres par conséquent. Par conséquent, j'ai compris que je n'avais plus à parler aux autres de mes objectifs et que à la place, je faisais mieux de faire. La leçon suivante, c'est que le travail finit toujours par payer. Le travail sur soi finit toujours par payer par rapport à ceux qui ne le font pas. C'est un concept que j'ai eu du mal à assimiler pendant des années. Parce que l'hypersensibilité, le haut potentiel et peut-être même d'autres choses, j'ai un profil un peu très solitaire, j'ai un profil TDAH, je ne suis pas TDAH, ou je n'ai pas été diagnostiqué TDAH, mais j'ai un profil qui peut aller dans ce sens au niveau de l'hyperactivité mentale, au niveau d'autres caractéristiques. Et tout ça, pendant des années, je vous assure, je l'ai pris comme une malédiction, comme beaucoup d'hypersensibles en réalité. Puis, j'ai trouvé aussi injuste le fait de devoir travailler sur moi pour gérer toutes ces choses et gérer des choses qui sont banales pour la plupart des gens. Aussi, c'est des choses que je retrouve beaucoup chez les hypersensibles et hauts potentiels. Ils me disent, mais pourquoi moi je devrais travailler ça alors que les autres ils n'ont pas à le faire et tout. Bon, moi j'ai arrêté d'être dans ce schéma-là. Et au fur et à mesure, j'ai travaillé sur moi, même si je trouvais ça très injuste. Et je vous assure une chose, c'est que l'injustice d'hier peut très vite devenir la justice d'aujourd'hui. Et que le travail sur soi paye toujours. On ne fait pas ce travail pour les autres, on fait ce travail en tout pour soi. Et libre à vous de vous faire votre propre avis pour ça. Alors je crois plus ou moins à ce qu'on pourrait assimiler au karma. Dans le sens où, quand je regarde la plupart des gens qui ne travaillent pas sur eux et qui ont à peu près le même âge, excusez-moi, mais ils sont clairement pas avancés dans la vie et leurs futures décennies sont amenées à être, je vais employer un mot peut-être arrogant, mais misérable. Là où quand vous faites un travail sur soi, sur vous, c'est un travail qui est cumulatif, c'est un travail qui s'améliore avec le temps et qui finit toujours par payer. Donc, si vous pensez que c'est injuste de travailler sur vous parce que les autres ne le font pas, premièrement, arrêtez de vous occuper des autres. C'est beaucoup plus facile de changer soi que de changer les autres. Mais aussi, comprenez bien que tôt ou tard, qu'on travaille sur soi ou pas, on finit par le payer. Soit positivement, soit négativement. On finit toujours par récolter les fruits de son travail. Et s'il y a bien une chose que j'ai appris ces 7 dernières années en travaillant sur moi, c'est bien ça. C'est qu'en fait, aujourd'hui, je remercie le divin s'il existe, je remercie la vie, je remercie peu importe qui, pour m'avoir donné cette chance d'avoir à travailler toutes ces choses. Et peut-être même d'avoir à travailler 10 fois plus dur que d'autres personnes sur certains concepts. Parce qu'aujourd'hui, je sais gérer mes émotions 30 fois mieux que la plupart des gens. Je suis mature, j'estime être intelligent, pas le plus, il y a beaucoup de choses qui m'échappent. Je suis capable de montrer devant une caméra, j'ai plus autant de timidité qu'avant, j'ai plus autant d'anxiété qu'avant. Je suis épanoui dans ma vie. J'ai envie de vous dire que les meilleures années de ma vie sont devant moi. Et tout ça, c'est grâce au travail. Donc, prenez en conscience que le travail sur soi finit toujours par payer, même si ça prend des années. C'est une justice qui est différée, on va dire ça comme ça. L'autre point aussi un peu plus philosophique, c'est que la vie n'a pas respecté mes attentes, la vie n'a pas respecté nos attentes. Pourquoi sommes-nous déçus de la vie? Pourquoi sommes-nous déçus des gens? Pourquoi avons-nous du mal quand il arrive des situations? Tout simplement parce que nous avions des attentes par rapport à ces gens, à ces situations. C'est très lié à la philosophie bouddhiste, taoïste sur certains aspects et stoïcienne, 3 philosophies qui me parlent énormément. Mais comprenez bien que la vie n'a aucun besoin de répondre à nos attentes et la vie, ce qu'on se fait dans notre imagination, nos attentes, ne sont pas la réalité, c'est que des attentes. C'est difficile à assimiler, mais quand on assimile ça, on développe une chose qui est magique, ça s'appelle la résilience. En d'autres termes, on arrête de se battre contre les événements de la vie et on arrive à beaucoup plus les assimiler parce qu'on comprend que parce que déjà on avait moins d'attentes sur les choses au départ, et quand on a moins d'attentes sur une chose, on souffre moins, c'est le principe de base du bouddhisme, mais aussi quand on comprend que la vie n'a pas à répondre à nos attentes, on accueille beaucoup plus les événements. Quand on accueille beaucoup plus les événements, on va moins réagir émotionnel dessus, et on va beaucoup plus vite rebondir et en tirer parti.
base de la résilience émotionnelle, c'est peut-être l'un des points les plus importants de toute la vidéo, en réalité, et de mon année. Autre point, alors celui-là, je vais essayer de l'expliquer parce qu'il a besoin d'être pédagogique, c'est que notre cerveau n'est pas fait pour comprendre l'effet domino, l'effet cumulé et l'effet ricochet. Alors, faut que j'explique brièvement quels sont ces effets. L'effet cumulé, c'est plus ou moins, je mets des actions dans le temps et ces actions vont se cumuler et devenir de plus en plus faciles. L'effet domino, c'est je commence par une petite action, cette petite action va me permettre d'accomplir des actions de plus en plus grandes. Exemple typique, c'est la personne qui commence à courir 500 mètres, puis quelques mois, quelques années plus tard, elle se retrouve à faire des trails ou des marathons complets. Bref, effet domino. Et l'effet ricochet, c'est une action dans une sphère de vie, dans un domaine, va avoir des conséquences dans d'autres. Si demain je me mets à faire du sport, ça va certes avoir des conséquences sur ma santé, mais aussi professionnellement, parce que je vais avoir plus d'énergie, plus de concentration. Ça va avoir des effets peut-être sur ma spiritualité, ça va avoir des effets sur mon couple, parce que je vais mieux me sentir, parce que je vais avoir peut-être plus de libido, etc., etc. Vous voyez, effet ricochet. Une fois que j'ai expliqué ces 3 concepts de base, notre cerveau, il n'est pas fait pour les comprendre sur la durée. Quand on commence une chose, on a du mal à envisager ce qu'on pourrait être dans quelques années. Et notre cerveau, il a du mal à imaginer que si on fait des petites actions quotidiennes, ça va avoir des effets cumulés, ça va avoir des effets ricochets, et ça va avoir un effet domino qui est énormissime. Il y a quelques années, je ne pouvais pas m'imaginer que faire quelques minutes de lecture par jour allait m'amener à là où j'en suis aujourd'hui en termes de développement personnel. C'est quelque chose que mon cerveau ne peut pas concevoir. Tout comme aujourd'hui, mon cerveau ne peut pas concevoir où j'en serai dans 5-10 ans en apprenant 1 heure à 2 heures de langue par jour. Parce que j'ai pas l'intention de m'arrêter aux langues où j'en suis. Peut-être qu'aujourd'hui je prévois que dans 5-10 ans j'aurai 4 langues, mais peut-être que l'effet cumulé, l'effet domino, l'effet ricochet me fera développer 5, 7, 8 langues parce que ça va être de plus en plus facile, de plus en plus fluide, parce qu'il va y avoir des effets dominos, va y avoir des effets ricochets sur d'autres sphères. Donc peut-être que en apprenant, je sais pas, l'allemand, c'est pas une langue que j'ai envie d'apprendre, mais peut-être que si demain j'apprends l'allemand, je vais aller en Allemagne, je vais rencontrer ma femme, elle va être allemande, je vais avoir une compagne. Notre cerveau n'est pas en capacité de comprendre toutes ces choses, toutes ces possibilités, tout le champ des possibles. Et je trouve que c'est une leçon qui m'a beaucoup fait rester dans le présent et arrêter d'être toujours dans le futur et d'anticiper le futur. Notre cerveau ne peut pas anticiper le futur, c'est pas son fonctionnement primaire, même s'il aime le faire ou le croire. La leçon suivante, c'est que, et on en est qu'à la moitié, hein, donc la vidéo va exploser le temps, mais c'est pas grave. La leçon suivante, c'est que je n'ai pas à sacrifier ma vie pour les autres qui me jugent, qui me critiquent et qui le font sans me connaître. Là aussi, ça va beaucoup parler à la niche que vous êtes, les hypersensibles, les hauts potentiels, les introvertis, etc., etc. Faut comprendre que vous n'avez pas à sacrifier votre vie pour des gens qui vous jugent et vous critiquent. Il y a presque rien d'autre, rien de plus à dire, si j'en ferai encore une fois une vidéo. Puis ça me fera gagner du temps. Mais vous n'avez pas à sacrifier votre vie pour ces gens. Vraiment, quand vous ne faites pas quelque chose parce que vous avez peur du jugement ou de la critique, faut comprendre que vous donnez un bout de votre vie à ces gens. Faut le concevoir comme ça en fait. Donc voilà. Alors ça c'est une leçon personnelle, mais aussi une leçon que j'ai eue par rapport au profil au potentiel. C'est que le côté rebelle, du moins chez moi, est l'une de mes plus grandes qualités. Alors je sais que quand on parle de côté rebelle, de côté un peu provocateur, c'est souvent vu comme des défauts de la part des gens. Ce que je peux comprendre, hein, ça dépend comment c'est incarné. Mais je me suis aperçu avec les années que plus je suis rebelle par rapport à la société, plus je suis provocateur par rapport à la société, plus on me dit de faire quelque chose, plus je fais l'inverse, plus je suis heureux et plus je me développe. Toute ma vie, on m'a dit de faire des choses. Inconsciemment, j'avais un côté rebelle, j'ai toujours fait l'inverse. Et je me suis jamais aussi bien porté de toute ma vie. Ok, je pense que ça peut avoir un côté double tranchant, tôt ou tard, mais libre à vous de le concevoir comme ça. Mais j'ai remarqué aussi que beaucoup de hauts potentiels, quand ils développent ce côté rebelle, ce côté un peu provocateur, ce côté non, non, toi tu vas pas m'enfermer, tête de nœud, je fais comme j'ai envie de faire, c'est là où ils sont le plus heureux. Et ça demande un travail, mais je vous assure que je crois que le côté rebelle du haut potentiel, le côté électron libre, est véritablement ce pourquoi le haut potentiel est fait. Et je pense que je ferai une vidéo encore sur la notion. Et en vendant cette idée-là, l'autre point de vue, l'autre réflexion et apprentissage que j'ai fait de cette année, c'est que la pensée critique est un enjeu de société. Je pense même que c'est un enjeu mondial. Je vais même aller plus loin.
Aujourd'hui, on parle beaucoup d'écologie, on parle beaucoup de réchauffement climatique, on parle beaucoup d'immigration, des finances de l'État. Ok, tout ça, c'est des bonnes choses, hein. Mais je pense que la pensée et l'esprit critique va au-delà de tout ça. Je pense que si on développe une pensée critique, on est en mesure de régler 80-90% des problèmes de l'humanité. Je le pense profondément et je pense qu'aujourd'hui, la pensée critique n'a jamais été aussi nécessaire. Déjà, pour nous-mêmes, comprendre nos biais, comprendre nos distorsions, comprendre que ce qu'on pense n'est pas toujours la vérité, comprendre aussi vis-à-vis de l'extérieur qu'il y a des jeux de pouvoir et savoir s'en défendre. Comment se défendre d'un jeu de pouvoir si on n'a pas de pensée critique et si on ne sait pas identifier un jeu de pouvoir? C'est compliqué. Comment se défendre des mensonges? Comment se défendre du faux si on ne sait pas le reconnaître? Tout ça, ça fait partie de la pensée critique. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai pris la résolution. Là, j'ai commencé à le faire et l'année prochaine, vraiment mettre encore un peu plus l'accent dessus, de me former à la pensée critique, d'y dédier peut-être 30-45 minutes par jour, mais de le faire régulièrement et de développer ma conscience à ce niveau parce que je pense que c'est extrêmement important de développer sa pensée critique, déjà vis-à-vis des pièges de notre propre monde, mais aussi des pièges du monde qui nous entoure, et aussi pour régler beaucoup de problèmes que notre société a. Je pense que ça va passer par la pensée critique, personnellement. Mais les gens ne sont visiblement pas motivés à développer cette compétence, pour diverses raisons, aussi parce que réagir émotionnellement, c'est beaucoup plus facile et instinctif. Mais on n'a jamais appris aux gens déjà de savoir gérer leurs émotions, et encore moins de penser critiquement. Bonjour l'éducation nationale. Le point suivant, c'est que nos réactions sont souvent dues à des insécurités et des blessures non résolues. Ça, c'est un truc que j'ai vraiment assimilé cette année, à force de faire l'hypnose. Faut comprendre qu'aujourd'hui, si vous avez des réactions négatives par rapport à certains événements, certaines situations, c'est que vous avez des blessures bien plus profondes et des choses que vous n'avez pas résolues. Si, exemple typique, demain, votre homme, voilà, on est des êtres vulnérables au charme de certaines femmes, regarde une femme et que vous le prenez mal et que vous rentrez dans une jalousie folle. Une bonne jalousie, c'est ok, mais une jalousie folle, peut-être qu'il y a des choses à regarder là-dessus. Ben, faut comprendre que c'est qu'il y a des insécurités et qu'il y a peut-être des blessures qui ne sont pas résolues là-dedans. Par rapport à une femme qui, peut-être, en voyant son homme regarder ça, va être très sécure vis-à-vis d'elle et va peut-être même jouer au jeu de comment est-ce que tu la trouves, etc., etc., ce qui pourra même peut-être pimenter leur couple, en réalité. Je donne un exemple typique, bateau, mais comprenez bien que toutes les réactions négatives que vous avez dans votre vie sont sûrement dues à des blessures et à des insécurités que vous avez au fond de vous. Si vous trouvez l'insécurité et la blessure racine et que vous la résolvez, vous allez non seulement résoudre cette réaction-là, mais vous allez aussi résoudre plein d'autres réactions qui étaient dues à cette blessure-là. Encore une fois, je parle de ma propre expérience liée à l'hypnose, liée à ce que j'ai pu vivre. Quand on résolvait certaines blessures ou certaines insécurités, c'est étonnant. Dans les jours et les semaines suivantes, je n'ai plus du tout réagi de la même manière à des événements où avant j'étais en surréaction émotionnelle. Hasard ou pas, j'ai un peu de mal à y croire. Alors celui-là, un peu tabou en France, mais c'est que les riches ne jouent pas avec les mêmes règles que nous et que c'est parfait ainsi. Et là vous allez me dire, oui mais Damien, c'est injuste et tout ça et tout ça. Non, 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 moi je suis pas dans cette mindset-là. Je suis dans l'état d'esprit de dire, si les riches ne jouent pas avec les mêmes règles du jeu, c'est qu'ils doivent savoir des choses que nous, on ne sait pas, sur lesquelles on ne s'est pas éduqué. Ni plus ni moins. C'est pas des méchantes personnes, c'est juste qu'ils jouent avec des règles d'un système. Et qu'ils connaissent les règles de ce système. Ben, moi, ça m'encourage à connaître les mêmes règles du système. Et c'est pour ça aussi que j'ai pris la résolution cette année de me former sur les marchés financiers, de comprendre comment circule l'argent, de comprendre le monde de l'argent, de comprendre les taxes, de comprendre les lois, de comprendre en fait toutes les mêmes lois, toutes les mêmes règles avec lesquelles les riches jouent. Et je suis plus dans un état d'esprit aujourd'hui à me victimiser et me dire non, c'est injuste, c'est injuste, c'est injuste. Au contraire, moi ça me motive à connaître les mêmes règles pour jouer avec les mêmes règles du jeu, tout simplement. Et peut-être que c'est un peu tabou ce que je dis, peut-être que vous avez du mal à le voir, mais encore une fois, c'est un état d'esprit qui est très personnel. Aujourd'hui, j'essaye de ne plus me victimiser, mais j'essaye de me dire, ok, telle personne joue avec telle règle, bah qu'est-ce que toi tu peux faire soit pour jouer avec les mêmes règles, ou soit pour contourner ces règles et trouver tes propres règles à toi. Il y a vraiment toujours cet état d'esprit de, ok,
proactivement, qu'est-ce que je fais? J'arrête de me plaindre, j'arrête d'accuser le monde de tous les maux et je joue avec les mêmes règles pour en tirer parti. Donc ça, c'est aussi l'une des plus grandes leçons que j'ai eu à apprendre cette année, bien que je sais qu'elle peut être taboue pour certaines personnes. Autre point, ça va concerner aussi l'argent, aussi très tabou. J'ai pendant de nombreuses années eu la croyance que bien manger coûtait cher. Et quand on écoute 90% des gens, bien manger coûte cher. Alors, laissez-moi vous dire une chose, c'est que j'ai expérimenté par moi-même. Bien encore une fois, il faut comprendre que c'est dans une situation où je suis seul, c'est dans une situation où je fais uniquement mes repas du midi, je vis encore chez papa-maman, donc j'ai pas tous les paramètres à prendre en compte. Donc c'est important à mettre dans mon raisonnement. Mais je peux un peu me calquer sur mes différentes habitudes au fur et à mesure du temps. Pendant des années, j'ai acheté beaucoup de cochonneries, beaucoup de choses diverses et variées, et je mangeais très mal. Puis, un jour, je me suis dit, tiens Damien, ce serait bien d'arrêter les cochonneries, de faire ce choix-là, et à la place, tu vas manger sainement. Manger sainement, ça veut dire pas avoir une alimentation exceptionnelle avec du bio, tout ça, mais ça veut dire manger à chaque repas que j'ai une portion de légumes, une portion de féculents et une portion de viande ou de poisson. Ce qui est quand même pas mal, en réalité, surtout quand on connaît le prix du poisson et de la viande. Figurez-vous une chose, c'est que quand j'ai fait mes comptes, j'avais une différence de 10 à 15 euros. J'estime que 10 à 15 euros, c'est pas énorme, dans mon point de vue, pour bien manger. Et c'est là où j'ai compris qu'en fait, bien manger ne coûte pas forcément plus cher que mal manger. Mais que c'est juste, ça demande de changer ses choix. Ça demande juste de faire un choix parfois entre la tarte au citron et une portion de légumes. Ça demande de faire un choix entre arrêter de boire du coca et à la place boire de l'eau. Ça demande de faire du choix entre un paquet de chips par moment et des pâtes ou du maïs. Bref, vous comprenez que j'ai, en d'autres termes, compris ça. À mon point de vue, encore une fois, j'ai pas tous les critères. Libre à chacun d'expérimenter comme il le veut, mais je pense que c'est aussi une question de choix, plus que d'autres choses, même si je sais qu'en voit c'est très tabou. L'autre point, apprendre est facile quand on apprend à apprendre. L'école ne nous apprend pas à apprendre alors qu'on est censé aller à l'école pour apprendre. Bref, trouver l'erreur. Mais ce que je veux vous dire, et je vous mettrai à l'écran un livre si vous êtes passionné d'apprentissage, si vous avez envie d'améliorer vos capacités d'apprentissage. Et ce livre, à lui tout seul, il pourra vous aider à développer vos capacités d'apprentissage. Et j'ai compris que quand on a les bonnes techniques, les bons outils, quand on a l'envie, quand on a le bon sujet, apprendre n'est pas si compliqué que ça et ça va très vite. Je vais m'arrêter là pour ce point. L'autre point, c'est que j'ai limité le fait de critiquer les gens et de les juger, parce que ça peut m'arriver, j'ai des défauts aussi, par moment, et j'ai limité grâce à un principe qui est simple. Avant de juger ou de critiquer quelque chose, je fais en sorte d'être un modèle de cette même chose. C'est con, mais demain, je vais pas critiquer une personne qui a des problèmes financiers si moi-même j'ai des problèmes financiers. C'est bateau. Demain, je vais pas critiquer une personne qui a des problèmes de couple si moi-même, soit je ne suis pas en couple, ou soit alors je ne suis pas un modèle de couple. Et si on applique ça à soi, on limite grandement la critique et aussi on devient beaucoup plus intègre avec soi. Imaginons que demain je recherche une jolie demoiselle et que, allez, je sais pas, j'ai un critère physique qui est que je veux une femme athlétique. Bref, bateau. Vous comprenez bien que je vais pas demander une femme sportive et athlétique si moi-même je ne fais pas de sport. Ça veut pas dire que je ne pourrais pas recevoir ça de la vie. Ça veut juste dire que mes attentes sont aussi calquées en ce que j'ai, en ce que je suis un modèle. Par exemple, à l'opposé, si j'apprends beaucoup et régulièrement sur moi, je peux demander, entre guillemets, d'une personne en face de moi, en termes de critères, qu'elle soit une personne qui apprend régulièrement. En d'autres termes, je suis un modèle de ce que je demande, ou alors je suis un modèle de ce que je critique ou de ce que je juge. Et en faisant ça, on élimine 90% de la critique, ou on élimine 90% de la rumination aussi parfois, et parfois même on gagne du temps. Vous comprenez bien que demain, je vais tirer à balles réelles, mais étant donné que j'ai aucune expérience et aucune connaissance du monde de la guerre russo, je sais pas quoi, russe-ukrainienne ou d'autres guerres, je vais pas donner mon avis là-dessus. J'ai pas fait d'études là-dessus pendant des années, j'ai aucune connaissance de la chose, j'ai peut-être des avis. Mais mon avis ne vaut rien comparé à la réalité de ce que sont ces thématiques. Et pour connaître la réalité de ces thématiques, faut se poser des questions, faut s'éduquer sur la thématique.
ce qui est du bon sens. C'est comme la vidéo que j'ai faite récemment sur pourquoi je ne parlerai jamais des pervers narcissiques, ça reprend ça. Je ne suis pas un modèle de la chose, je ne connais pas la thématique, je n'ai jamais vu ou je n'ai jamais vécu avec des pervers narcissiques, donc je ne peux pas vous parler de ça, ce qui est logique. Bref, voilà. L'autre leçon, c'est que plus je suis heureux, plus je suis seul, ou plutôt plus je suis seul, plus je suis heureux. Comment vous l'expliquer? Je ne saurais pas vous l'expliquer. Je pense que je m'écoute moi-même. Je pense que j'ai arrêté d'écouter le monde qui m'a dit oui mais ça changera, oui mais t'es timide, oui mais si. Non, en fait, c'est juste que je suis quelqu'un de solitaire et c'est juste que je suis quelqu'un de plus solitaire que la plupart des solitaires. Dis ça avec un trait d'humour, dans le sens où je me suis écouté et je suis beaucoup plus heureux que la plupart des gens. Quand je vois la plupart des gens et quand je vois que le malheur de la plupart des gens viennent des dramas de l'extérieur ou de leur difficulté à gérer ces dramas, donc de soi et des émotions qui sont liées à ça, je me dis que je suis chanceux, que la vie m'a donné une chance à être solitaire. Maintenant, quand je dis que la douleur vient aussi du fait de ne pas savoir gérer nos émotions, faut pas le voir comme une culpabilité. L'extérieur a aussi une responsabilité et ne pas voir ou ne pas accepter la responsabilité parfois de l'extérieur vis-à-vis de nous, ne pas accepter l'idée que l'extérieur a parfois une influence sur nous, je suis désolé mais c'est de la mauvaise foi, même si parfois j'en ai un brin. Autre point, il va être lié à la vente. Nous avons tous quelque chose à vendre. Il y a beaucoup de gens qui sont contre la vente parce qu'elles ont beaucoup d'a priori là-dessus. Je peux le comprendre, il y a beaucoup de gens qui ont abusé de la vente, ou il y a beaucoup de gens qui ont vendu de la merde à des gens qui n'avaient pas besoin de certaines choses. Donc ces gens, faut les bannir et les foutre au bûcher, avec un brin d'humour. Mais faut comprendre qu'on a tous quelque chose à vendre. Une idée, soit, parfois, on a soit à se vendre, dans le sens où, quand on est dans un rencard, dans un date, comme disent les jeunes de nos jours, on essaye de se vendre inconsciemment. C'est bien qu'on essaye de vendre quelque chose. Quand vous avez une idée de voyage et que votre compagnon a une autre idée de voyage, vous allez essayer de lui vendre l'idée que la vôtre est mieux et que l'année prochaine, on ira faire son idée à elle. Faut comprendre qu'on a tous des choses à vendre, que ce soit matériellement ou conceptuellement. Arrêtons d'avoir peur de la vente, arrêtons de voir la vente comme mauvaise. La vente n'est pas mauvaise, c'est un outil, comme beaucoup d'autres choses. Votre chirurgien, il vous vend ses services. Ok, vous ne le payez pas directement parce qu'il y a la sécu, et encore, laissez-moi vous dire que vous payez ça sur vos cotisations, donc l'un dans l'autre, voilà. Mais votre chirurgien vend ses talents de chirurgien et ses 10 dizaines d'années d'études. Donc si même un chirurgien vend ses services pour vous sauver la vie, voilà, pourquoi avoir peur, pourquoi avoir des jugements négatifs sur le domaine de la vente? Est-ce qu'il n'y a pas des projections? Est-ce qu'il n'y a pas des blessures? Est-ce qu'il n'y a pas des parts d'ombre qu'on a du mal à accepter là-dessus? Je vous laisserai faire ce travail sur vous si vous en avez besoin. C'est pas forcément obligatoire, mais juste remettons les choses en contexte et encore une fois, comprenons que les histoires qu'on se raconte peuvent parfois être souvent les plus limitantes et peuvent parfois être des mécanismes de défense ou des parts d'ombre. Donc voilà, là je parle de la vente, mais ça aurait pu être lié à l'argent, lié au sexe, lié à plein de choses, plein de thématiques qui peuvent être tabous pour certaines personnes. Et on va toucher au dernier point, et pas des moindres, là aussi un petit peu tabou sur certains aspects, donc je vais devoir bien l'incarner, bien le communiquer. Nous sommes tous responsables de nos résultats, et je ne crois plus en la chance. Pourquoi je vous dis ça? Alors je vais en faire une vidéo, mais il y a beaucoup de personnes qui me disent que je suis une personne chanceuse. Alors, je n'omets pas l'idée qu'il y a eu une part de chance dans mon parcours. Je n'omets pas ça. Ce que ne savent pas les gens, c'est que cette chance, je l'ai provoquée à beaucoup de niveaux, et que sur cette chance, j'ai beaucoup travaillé. Et quand je m'intéresse à la plupart des gens qui ont de la chance, de la réussite, je m'aperçois qu'ils ont souvent des points communs. C'est-à-dire qu'ils provoquent leur chance, c'est-à-dire qu'ils passent à l'action, c'est-à-dire qu'ils arrêtent de se victimiser sur leur sort et qu'ils tirent parti de ce qui leur arrive dans la vie. Et je vous dis pas ça parce que c'est des choses que j'ai observées chez une personne, c'est vraiment un pattern, un schéma qu'on retrouve chez des centaines, des milliers, des millions de personnes qui ont de la chance. Est-ce un hasard? Je ne crois pas. Aussi, le fait que je me suis pendant une période de ma vie beaucoup intéressé au mindset de la réussite.
Ou qu'est-ce qui faisait que certaines personnes avaient d'énormes réussites dans leur vie? Qu'est-ce qui faisait que des entrepreneurs, des créatifs, des sportifs étaient branchés différemment? Qu'est-ce qui faisait ça? Et qu'est-ce qui faisait que plus ces gens avaient, plus on leur en donnait et plus ils avaient de chances, d'opportunités? En fait, c'est que ces gens ont créé déjà un effet cumulé, mais c'est aussi que ces gens sont responsables de leurs résultats. Je n'ai jamais vu, ou presque jamais vu, une personne responsable de ses résultats ou responsable des actions qu'elle peut mettre par rapport à certaines situations, avoir de la malchance. Ou alors, cette malchance, elles savent en faire de l'or. Elles savent transformer le plomb en or. Et c'est l'une des leçons que je prends de plus en plus conscience. Encore une fois, comprenez que quand vous pensez que les gens ont de la chance, alors oui, il y a une part de chance sur certaines situations. Par exemple, nous sommes, en tout cas pour la plupart des gens qui me regardent à travers cette vidéo, on vient de France, de Belgique, de francophonie, du Canada. Excusez-moi de vous le dire, mais on a beaucoup de chance de vivre dans ces pays, même si on ne le voit pas toujours comme ça. On a beaucoup plus de chance par rapport à 90% de la population qui, laissez-moi vous le dire, mais n'ont peut-être pas de chauffage, peut-être pas de toit, pas accès à l'éducation comme on a besoin, mais aussi comme on a accès nous. Donc dans le fond, c'est vrai qu'il y a une part de chance selon où vous naissez, selon votre famille, selon votre vécu. Je dis pas l'inverse. Mais comprenez bien que ça n'est pas de la chance que de provoquer sa chance et que ça n'est pas de la chance que de se dire à partir des merdes qu'on a, on va pouvoir en tirer le meilleur parti. Ça s'appelle juste de la proactivité. Je dis pas que c'est facile. Encore une fois, ne vous culpabilisez pas de ça. Je dis pas que c'est facile. Ça l'a pas été pour moi. Je dis juste que c'est possible et je dis juste que quand on arrive à percevoir les choses différemment et que, excusez-moi, on arrête de croire les excuses que notre cerveau va nous donner, cette magnifique machine d'auto-sabotage, ben, on est beaucoup plus en capacité d'avancer dans la vie et d'avoir les résultats que l'on veut et d'avoir de la chance. Bref, vidéo bien assez longue comme ça. Elle va exploser le temps que je voulais y mettre, mais c'est pas grave. Je vous souhaite de prendre soin de vous